Ça y est, on y plonge. Tu te rappelles de ce frisson qui te parcourt l'échine chaque fois qu'une affaire sombre refait surface? Eh bien accroche-toi, parce qu'on va creuser plus loin que jamais. Avant de continuer, tout ce que tu vas entendre est présumé, supposé, allégué, aucune conclusion définitive, juste des faits, des témoignages, des murmures et des questions. Prêt? Allons-y. Tu l'as sûrement remarqué, depuis quelques semaines, les rumeurs sur l'ombre tentaculaire de Didi se multiplient. Un jour, c'est une plainte explosive. Le lendemain, c'est une révélation sortie de nulle part. Mais ce soir, on ne va pas simplement citer un titre de plus. On va dérouler le fil complet, et oui, on va remonter jusqu'aux nuits moites de Los Angeles en 1997 et aux couloirs sombres du studio Quat en 1994. Pourquoi? Parce que, selon de nombreux observateurs, c'est là que le théâtre tragique de Biggie et Tupac a vraiment pris racine. Imagine la scène, New York, hiver 1994. Les murs tagués de Times Square tremblent sous les basses, et un certain Christopher Wallace, encore méconnu du grand public, griffonne ses rimes sur des pages froissées. De l'autre côté du pays, un jeune prodige californien, Tupac Shakur, crache déjà des vers incendiaires qui retournent toute la côte ouest. Deux météores prêts à s'entrechoquer. Mais, qui se glisse entre eux? Un homme en costume large, sourire ravageur, carnet d'adresse plus épais qu'un bottin, Sean Puff Combs. Visionnaire? Maître marionnettiste? Les deux, peut-être. Toujours est-il qu'il repère Biggie comme on repère un diamant brut dans un terrain vague. Et, selon la rumeur, il ne va pas se contenter de polir la pierre. Il veut la posséder corps et âme. Un manager classique? Non. Plutôt un stratège rompu aux règles d'un jeu où la loyauté coûte plus cher qu'un deal de platine. Flashback encore plus tôt, 1993. Uptown Records congédie Didi, la porte claque, mais l'ambition reste. Sans label, sans bureau, il n'a plus que trois choses. Un téléphone qui sonne non-stop, une montagne de contacts, et Biggie. Problème, Biggie est fauché comme jamais, et, pour nourrir sa fille à venir, il replonge dans la rue. North Carolina. Un piège? Peut-être. Parce que, quand Didi découvre la combine, il promet monts et merveilles à Big pour qu'il saute dans le premier vol retour vers New York. Le lendemain, paf, descente de flics, menottes, condamnation. Tous les gars de Biggie se retrouvent en cellule, sauf Big. Coïncidence? On se pose la question, pas vrai? Mais attends, tu croyais que le scénario s'arrêtait là? Pas du tout. Entrée en scène d'une voix veloutée, d'un sourire angélique, Faith Evans. Chanteuse talentueuse, mais aussi selon certains éléments clés d'un plan impossible à avaler sans frémir. Les mauvaises langues racontent que Didi l'aurait choisi pour approcher Biggie, le comprendre, le surveiller et l'adoucir. Agent Secret Version R&B. Pourquoi pas, l'industrie a vu pire. D'autant que, quand le couple se forme, la dynamique change. Biggie s'attache, Biggie se confie. Et qui garde un œil sur tout ça? Le patron, évidemment. Des années plus tard, Faith continue de couvrir Didi d'éloges. Visionnaire, dit-elle. Génie, répète-t-elle encore. Alors que le monde le fuit, elle reste. Les fans lèvent un sourcil, puis les deux. Et Lil' Kim, elle, fait carrément volte-face. Quand Faith parle, Kim passe son chemin. Tu vois le tableau. Coupe brusque, Los Angeles, 9 mars 1997. Le Petersen Automotive Museum brille de mille feux, les flashs crépitent. Biggie, 24 ans, sourit, un peu lasse peut-être, mais victorieux. La nuit est chaude, lourde de tension. Sur le trottoir, des silhouettes armées se déplacent comme des ombres. On sait qu'il manque de gardes du corps personnel ce soir-là. Qui les remplace? Surprise, 2 flics de la Labrador Service, engagés par Didi lui-même. Pourquoi eux? Pourquoi secret? Mystère. À minuit 47, coup de feu. Cadillac noir. 4 balles. Silence. Christopher Wallace Esofandra. À 4h03, la nouvelle fait exploser les radios. Fin brutale, début d'un mythe, mais aussi début des soupçons. Retour en arrière, septembre 1996. Las Vegas. Des néons partout, des rires, de la tension électrique. Tupac sort d'un combat de boxe, monte dans la BMW noire de Suge Knight. Arrêt au feu rouge, rafale, carnage. Tupac succombe 6 jours plus tard.
Qui a tiré? Combien d'armes? Pourquoi? On ne sait toujours pas. Mais, dans les couloirs, certains chuchotent. Regarde du côté de Didi. Suis l'argent. Impossible, disent les sceptiques. Et pourtant, on avance. 2003, Jaguar Wright chanteuse, insider de la scène balance que Fête savait pour Biggie. Qu'elle était absente exprès ce soir-là. Qu'un gros chèque aurait scellé ses lèvres jusqu'à la majorité de son fils. Vrai? Seule Fête pourrait le dire. Mais elle ne dévie pas, Puff n'aurait jamais fait ça. Les fans, eux, comptent les incohérences. Soudain, Moprem Shakur, frère de Tupac, entre dans la danse. Lui réclame une enquête officielle, on veut des réponses. Peu importe où elle mène. Il n'accuse pas frontalement, mais sa voix tremble, l'ombre de Didi plane toujours. Et quand 50 s'en lâchent un c'était pour l'argent, la toile s'embrase. Pourquoi l'argent? Simple, si un artiste part, il emporte ses droits. S'il meurt, sa musique vend plus que jamais, et le label rafle la mise pour l'éternité. Biggie, en partant, a généré des millions posthumes. Tupac, Pharrell. À qui profite le crime? La question se répète depuis 27 ans, comme un refrain lugubre. Mais ne fermons pas encore le dossier. Un autre nom s'immisce, David Mack, flic, braqueur de banque, chauffeur supposé de la Cadillac noire. Son pote Raphaël Pérez, lui, trafiquait la coque du service d'épreuve. Tous deux, l'APD, division Rempart. Et ce que Russell Poole, détective obstiné, découvre le fait frissonner. Des photos de Biggie dans le casier de Pérez, un badge retrouvé chez Mack, des liens troubles avec Death Row, et un contrat de sécurité hors service signé Sean Combs. Poole en parle trop fort? Il meurt d'une crise cardiaque dans un commissariat en 2015. Encore une coïncidence? Aujourd'hui, procès par-ci, plainte par-là. Didi clame son innocence, engage les meilleurs avocats. Fête chante encore ses louanges. Lil Kim, elle, sort du silence, regardez mieux Fête. Dans les podcasts, les forums, les SpaceX, on recolle les morceaux. Des dates surgissent. Des transferts d'argent. Des auditions scellées. Chaque document relancé ravive la braise. Mais, et si tout cela n'était qu'un château de cartes bâti sur la douleur? Et si la vérité, plus simple, se cachait dans une rivalité mal gérée, des égos surdimensionnés, un jeu de pouvoir qui a dégénéré? À vous, ce serait presque décevant, non? Parce qu'on veut croire à la conspiration, au film noir hollywoodien. On veut des rebondissements, des dossiers top secrets, des agents doubles. Pourtant, chaque fois qu'un témoin veut parler, il hésite. Peur d'être poursuivi, peur de ne pas être cru, ou peur de disparaître. Car, pendant que Didi se pavane encore dans les galas, d'anciens employés racontent un autre quotidien. Intimidation, clause de confidentialité à rallonge, promesses douteuses d'avance mirobolantes. On signe, on se tait, ou on gicle. Alors, Fête Evans, espionne involontaire ou pion volontaire? Lil Kim, lanceuse d'alerte ou rivale jalouse? Didi, génie du business ou parrain de l'ombre? Biggie et Tupac, victimes d'un jeu d'échecs dont ils ignoraient les règles? À toi de juger. Moi, je t'ai donné les pièces du puzzle. Assemble-les, tourne-les, retourne-les. Chaque angle raconte une autre histoire. Une chose est sûre, tant que la lumière complète ne sera pas faite, les ombres continueront de danser. Et nous, on gardera les yeux grands ouverts, prêts à guetter le moindre mouvement suspect. Parce qu'au-delà du rap, il y a la soif de vérité. Et cette soif, elle ne s'étanche jamais vraiment.